Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans le podcast alias Audio à la demande A comme Babel, consacré à la traduction dans tous ses états, Corinna Gepner, qui est traductrice de l'allemand et de l'anglais et qui est aussi l'auteur d'un ouvrage sur la traduction, un ouvrage très beau et très intéressant auquel je reviendrai beaucoup au cours de l'entretien, Traduire ou perdre pied, publié aux éditions de la Contralée dans la collection qui je crois s'appelle Contrebande et qui est consacré justement à des récits, expériences, peut-être parfois théories, mais plutôt un atelier pratique sur la traduction. Corinna Gepner, quand on cherche son nom dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, une vieille méthode pour savoir ce que les gens ont Je n'ai publié. encore jamais pratiqué cet exercice, mais Non, ça me donne des idées. voilà, on clique sur le nom de la personne et on obtient un certain nombre de notices. Et là, on arrive à un score record de près de 120 notices qui apparaissent. Alors peut-être qu'il y a des rééditions, des choses comme ça, mais enfin, l'œuvre de traductrice de Corinna Gepner est très impressionnante. Et non seulement en quantité, bien sûr, mais aussi en qualité. Et donc, c'est de son œuvre de traductrice, mais aussi de son approche de traductrice, bien sûr, que nous allons parler aujourd'hui. Corinna Gepner a suivi au départ une formation de lettres, notamment à la Sorbonne, mais aussi à la Sorbonne Nouvelle, où elle a poussé ses études jusqu'à une thèse consacrée alors à quelque chose qui est une forme de traduction peut-être. C'est en tout cas un passage entre différents domaines artistiques, la musique et Et la disons, peinture. la peinture, au fond, oui, c'est ça. Le clavecin oculaire du Père Castel. Si l'on commençait par quelques mots hors champ sur le clavecin oculaire du Père Castel, je trouve que c'est déjà rien que cette expression assez poétique. Oui, bah c'était la grande époque où j'étais 18e, comme on dit, où j'ai commencé en fait par travailler en DEA, puisqu'à l'époque c'était le DEA, sur Marivaux, qui a été pour moi un auteur absolument essentiel. Et puis au moment où il a été question de faire ma thèse, j'ai hésité, j'ai proposé en fait à René Desmaurice, qui était mon directeur de recherche, de continuer sur Marivaux, et en fait il m'en a dissuadé. Et je lui en suis toujours reconnaissante parce que euh, il m'a dit qu'en fait je passerais la quasi-totalité de mon temps à lire la bibliographie, et que j'aurais beaucoup de mal à me frayer un chemin et à écrire ou à réfléchir de manière originale. Et donc, je l'ai écouté, ce qui n'est pas toujours le cas, je suis parfois assez entêtée, mais là, je l'ai écouté parce que je sentais bien qu'il me dirigeait vers autre chose qui était plus profitable pour moi. Et c'est comme ça que j'en suis venue à travailler sur le Père Castel. Alors, à l'origine, ce qui m'intéressait, et c'était du reste un des domaines de prédilection de René Desmaurice, c'était la question du rapport entre la musique et la peinture, et notamment la question de ce qui m'intéressait plus particulièrement, l'utilisation des métaphores musicales pour parler de la peinture et notamment du coloris. Et c'est comme ça que je suis tombée au cours de mes lectures sur ce fameux clavecin oculaire du Père Castel. Alors le Père Castel, c'était un jésuite un drôle de personnage hors norme, d'une grande érudition et en même temps extrêmement brouillon, qui a travaillé sur de multiples choses, qui avait un talent particulier aussi pour s'attirer les inimitiés des uns et des autres et se lancer dans des polémiques vouées à peu près à l'échec. Mais il a du coup, dans sa manière brouillonne de penser, dit des choses extrêmement intéressantes. Et il s'est intéressé plus particulièrement à ce qui était à l'époque, un sujet d'intérêt scientifique, la possible analogie entre le son et la couleur. Du reste, quelques temps après, on en est revenu. C'est pas une théorie qui s'est installée. Mais en tout cas, Castel y a consacré beaucoup de temps.
Et à partir de cette analogie, il a imaginé une gamme de couleurs, des gammes de couleurs, et il a commencé à réfléchir sur l'idée d'une musique de couleurs qui serait... bon, il lui fallait un instrument, évidemment, pour jouer cette musique de couleurs, et il a pensé que le clavecin était l'instrument privilégié pour cette musique. Et donc, il y a consacré une grande partie de sa vie. Ce clavecin, il semblerait qu'il en ait construit un exemplaire. Il en existe au moins une description, à défaut de l'exemplaire en question. Mais c'est quelque chose qu'il a poursuivi toute sa vie et il en a fait en quelque sorte un objet, comment dire, à mon sens, c'est un objet intellectuel, hein, c'est un objet qui n'a pas vocation à exister physiquement, mais qui lui a permis de faire une sorte de synthèse entre la pensée scientifique, l'esthétique et la métaphysique, pour faire un peu sommaire, un peu bref, hein. Mais il y voyait le moyen de faire paraître aux yeux des incrédules et des incroyants l'harmonie divine. Et donc c'était pour lui finalement le lieu possible d'une forme de révélation dans un univers qui était de plus en plus rongé par une forme de rationalisme et de matérialisme. Donc voilà, mais bon, ça m'amènerait un peu trop loin que de poursuivre la réflexion sur cet objet, mais il y avait un enjeu de taille pour lui, en fait, autour de ce clavecin, qui peut paraître anecdotique, mais qui n'était tout sauf anecdotique. Oui, je comprends. Et finalement, non sans lien avec Bernardin de Saint-Pierre, les harmonies de la nature, les recherches d'harmonie comme forme d'apologétique, au fond. Oui, mais voilà, il essayait, je pense qu'il avait conscience de ce qu'était son siècle, et il a essayé de trouver des biais pour ramener une sorte de pensée religieuse et de la mettre à la portée, en fait, des libertins, là aussi, pour faire un peu bref. D'accord. Donc une sorte de réponse aux libertins, mais très différente de celle de Pascal. Dans le siècle, voilà. Exactement, dans le siècle. Oui. C'est très intéressant. Et j'ai entendu aussi beaucoup de mots qui nous ramènent à la traduction, tout, même si nous étions dans le passage, et déjà un petit peu dans la traduction, dans les analogies. J'ai entendu original par rapport à la bibliographie. J'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, c'est un peu l'attention flottante de l'analyste, là, mais j'ai entendu... René Desmoris m'a dit je vais lire de la bibliographie, donc ce sera difficile d'être original, si j'ai bien entendu. Et puis si je m'en souviens déjà bien, je n'ai pas déjà oublié. Et j'ai entendu aussi Marivaux, qui me fait penser à un passage de votre livre où vous parlez de Marivaux. C'est un passage assez mystérieux d'ailleurs, hein, d'un récit sans doute tiré de la vie de Marianne du paysan parvenu. Alors, je ne sais plus. Très étrangement, je ne suis jamais arrivée à retrouver cet extrait. Et c'est assez mystérieux pour moi parce que c'est un passage qui m'a énormément marqué et que je croyais se trouver dans les journaux. Il y a un certain nombre d'écrits de Marivaux en dehors de ses romans et de son théâtre, voilà, qui sont là aussi tout à fait passionnants. Mais je ne suis jamais arrivée à remettre la main dessus. Alors si ça se trouve, c'est quelque part dans Le Paysan parvenu ou dans La vie de Marianne. C'est pas impossible. Mais voilà, mais c'est un... chez Marivaux, c'est les abîmes qui m'ont toujours passionnée. Là aussi, derrière des apparences extrêmement polissées, mais qui cachent une violence et une brutalité des relations qui est vraiment assez abyssale. C'est une métaphore de la traduction, ce cadavre dans le livre. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus long sur cette espèce d'état j'ai l'impression que c'est une métaphore d'un état du langage apprêté par opposition à un état du langage plus relâché dans la mort. Hein, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous avez tout ça à l'esprit ou est-ce que cette question... Oui, mais je réfléchissais en fait en vous entendant parce que on écrit des choses, on ne soupçonne pas nécessairement la portée de ce qu'on écrit. De toute façon, ça c'est toujours c'est une expérience assez singulière, mais que j'ai eu maintes fois l'occasion de faire. Je pense que oui, c'est en fait
un personnage qui, ayant rendez-vous chez une de ses connaissances, une dame, arrive chez elle et la découvre morte en fait d'apoplexie. Elle a eu une attaque. Et ce qui le frappe, c'est que les traits de son visage sont défaits, décomposés. Ça m'a paru tout à fait symptomatique dans un univers où on cherche en permanence à sauver les apparences et on porte un masque en fait. Et que la mort vienne déranger, justement, perturber cette ordonnance, cet ordonnancement, comme on le souhaite. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi dans la traduction. Alors c'est vrai que là, on va assez rapidement à quelque chose de tout à fait essentiel et vertigineux, mais la traduction est pour moi affaire de vertige. Et je ne cherche pas du reste à généraliser le propos. Je pense que c'est lié à une histoire sans doute très personnelle. Mais à la vertige, de diverses manières, à la fois parce que c'est le lieu de l'angoisse pour moi. Lorsque je commence à traduire un texte, je le traduis, je fais mon premier jet dans l'angoisse. C'est alors angoisse de la page blanche ou je ne sais pas, mais en tout cas avec toujours le sentiment que je risque de ne pas y arriver. Je ne sais jamais si je vais y arriver comme on dit. Arriver à écrire des mots, arriver à comprendre, arriver à transmettre quelque chose, à écrire quelque chose sur la page. Voilà. Et une fois que ce travail-là est fait, ça y est, il y a une forme d'assise qui a été mise en place et je peux commencer à travailler d'une certaine manière. Mais il y a ce saut dans l'inconnu qui est... Et que le texte soit facile ou difficile, finalement, ne joue quasiment aucun rôle. C'est cette première approche du texte qui est très angoissante en ce qui me concerne. Et je pense que c'est fondamentalement lié à un rapport problématique à la langue allemande. Ce n'est pas par hasard que je me suis faite traductrice au lieu d'aller en Allemagne et d'apprendre la langue sur place. D'une certaine façon, j'ai pris acte de ce gouffre et je travaille avec ce gouffre, en fait. Je crois que je dis plus ou moins explicitement, je ne sais plus trop, que cette langue qui est la langue maternelle de ma mère, je ne l'ai pas apprise parce que ma mère ne me l'a pas apprise, ne nous l'a pas apprise, ni à mon frère ni à moi, et que ça reste donc un manque, un déficit, une absence, et que je traduis avec ça. Et je traduis à partir de ça, et c'est probablement un de mes moteurs. Sans doute pas le seul, mais un de mes moteurs. Oui, au fond, c'est bien traduire ou perdre pied. Hein. C'est ce vertige, Oui. Le titre est éloquent. Et c'est intéressant ce que vous dites sur le fait de ne pas être parti en Allemagne apprendre la langue. C'est un petit peu quelque chose à quoi je me heurte assez souvent dans la compréhension commune de ce qu'est un traducteur, une traductrice. On a l'impression qu'un traducteur, ça doit être une espèce de narrateur omniscient, si je puis dire, de la langue étrangère, alors qu'en fait, moi, de la même façon, je travaille aussi sur finalement le manque, le gouffre, comme vous dites, et finalement, c'est donc totalement autre chose qu'un apprentissage, évidemment, mais qu'un apprentissage linguistique au sens scolaire du terme, et je me demandais dans quelle mesure on a besoin de garder une sorte de distance vis-à-vis à la fois de la langue étrangère ou plus ou moins étrangère et de sa propre langue maternelle quand on traduit, dans ce jeu entre les deux langues, de tenir à distance d'une certaine façon et aussi de se rapprocher, qui est un des grands thèmes de votre ouvrage, se rapprocher, mais alors se rapprocher des auteurs, se rapprocher des langues. Il y a peut-être un jeu entre les deux, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mais se rapprocher, effectivement, alors se rapprocher à l'origine, pour moi, se rapprocher des textes, de l'auteur des textes, je ne sais pas trop, en fait. Et c'est parti d'une sorte d'insatisfaction que j'avais à écrire sur les textes, puisque j'ai pendant un temps écrit des études sur des ouvrages, comme on le fait quand on est à l'université, qu'on fait des études de lettres.
Et puis, je pense que cette vision surplombante, que je ne renie pas du tout, hein, loin de là, au bout d'un moment, m'a laissée insatisfaite. Et j'ai eu besoin de me rapprocher des textes, effectivement. Mais là aussi, ce qui m'intrigue, c'est que on pourrait se dire, finalement, pourquoi n'ai-je pas commencé à écrire moi-même? C'est toujours, et en fait, il n'y a rien d'évident. Il semblait y avoir pour moi la nécessité d'être face à un texte, et la question était de savoir quel rapport j'entretenais avec ce texte. Et je n'avais plus envie de le commenter, j'avais envie de faire autre chose, c'est-à-dire d'écrire à partir de ce texte. Sans doute, quelque chose comme ça, en fait. Mais au fond, pour un peu vous titiller, si je puis dire, là, il y a deux traditions de commentaires. Il y a une tradition dite scolairement du commentaire composé, ou de l'étude littéraire. Et il y a la traduction de la lecture proche, justement, du close reading, et du commentaire de texte au sens de l'explication littéraire, c'est-à-dire où l'on déploie dans la linéarité, hein, et vous parlez de ça, de la surprise, hein, du fait que vous êtes une traductrice qui ne veut pas justement avoir un regard surplombant, mais plutôt le moins possible, le moins possible, et suit l'ordre du texte, hein, finalement, en se laissant surprendre par le texte. Peut-être que vous pourriez nous en dire un mot. Mais est-ce que dans l'explication littéraire, ce n'est pas aussi ça, finalement, cette espèce de façon de suivre le cours du texte, un peu comme on suit. Alors j'ai fait les deux, et quand j'ai enseigné, en fait, c'est ce que j'ai amené assez rapidement mes étudiants à faire. Je leur ai proposé moins de commentaires composés et plus d'explications de texte, parce que je souhaitais leur apprendre à s'interroger sur un texte, et je souhaitais leur faire comprendre que rien n'était donné, en fait, rien n'était évident, rien n'était donné, et tout se questionnait. Et c'est vers ça que je suis très vite allée, parce que je me rendais compte qu'ils pouvaient très bien apprendre très rapidement la technique du commentaire composé, me faire des travaux qui étaient tout à fait honorables, sans rien comprendre au texte. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas aller vers ça. Donc, je les ai forcés à faire un peu de rétropédalage, d'une certaine manière, pour s'intéresser au texte. Cela étant, en ce qui me concerne... le commentaire composé, qui est un exercice très, très français et très, qui a des règles très, très, très précises, c'est quelque chose que j'ai appris évidemment au cours de mes études, et un exercice auquel j'ai fini par trouver une certaine vertu, parce qu'il m'a permis de déployer aussi beaucoup de choses, et de déployer notamment les liens entre les choses, les résonances entre les choses. Et sans me vanter, j'étais devenue assez forte à ce petit jeu-là, mais parce que j'adorais justement aussi ce travail qui faisait qu'à un moment donné, les choses se mettaient en place les unes par rapport aux autres, sans que j'aie besoin de forcer finalement ma lecture. Et donc ça n'a pas été un exercice vide pour moi, loin de là. Quelque chose se tissait en fait dans ce fameux commentaire composé. Mais... et d'ailleurs, je pense que même si je récuse maintenant d'une certaine façon la vision surplombante, parce qu'elle m'exonérerait d'un certain type d'effort, elle reste quand même là, mais je dirais, je n'essaie pas de la mettre en place a priori. Il y a des choses qui, disons, m'apparaissent a posteriori, et qui, parce que les choses se mettent en place a posteriori. Pour moi, jamais avant. Je ne suis jamais en plus en mesure de dire à l'avance sur quoi je vais buter, ce qui va m'intéresser, ce qui va m'arrêter, ce qui va me repousser. Je n'en sais rien, en fait. C'est très intéressant, parce que je me demande si dans cette façon de suivre le cours du texte, au fond, il ne se joue pas énormément de choses, d'un rapport finalement presque charnel au texte, à
à sa alors, linéarité, c'est pas oui, à son flux finalement. Oui, Je dis c'est ça, le cours, oui. le flux, et un peu comme dans la lecture finalement. Oui, C'est-à-dire, oui, c'est peut-être une sorte de position où on est un peu dans la position du lecteur, et oui, tout à fait même. Oui. en même temps, on donne en fait, on donne un écho au texte Oui, par sa propre écriture, hein, une sorte de, je ne sais pas comment dire, quasiment de réaction sismique, sismographique. oui, oui. Et donc, pour être au plus proche de quelle qualité du texte? C'est un peu la question que j'aimerais vous poser dans ce choix, hein, d'attendre les surprises, hein, de suivre le cours du texte peut-être dans la traduction, dans le geste de traduire. Est-ce que vous voyez derrière aussi un rapport à certaines qualités particulières du texte Ah original? oui, oui. Enfin, oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup été en lutte avec moi-même et je continue de l'être parce que c'est amusant parce que j'ai entendu dernièrement, enfin il y a quelque temps, Lucie Taïeb, qui est traductrice de l'allemand, traduit de la poésie notamment, et qui parlait de son rapport à la traduction et qui disait, je crois grosso modo, qu'elle avait besoin à chaque fois de lutter contre elle-même parce que pour ne pas aller vers une langue trop correcte ou trop sage ou trop policée, qui était son réflexe presque, alors je dirais pas naturel, mais réflexe acquis qui est devenu une seconde nature. Et ce réflexe, je l'ai moi aussi, bien évidemment. C'est le résultat de toute une éducation. Et on ne s'en débarrasse pas comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut réellement s'en débarrasser parce que pour pouvoir faire un peu autre chose, il faut avoir cette référence présente. Et, mais donc, voilà, j'ai toujours cette tentation-là. Je crois que c'est ce que je dis à un moment donné, de traduire beau, qui m'horripile en fait, parce que je sens que c'est faux, enfin, d'une certaine manière. Et je suis toujours assez perplexe quand on me félicite pour la fluidité de mes traductions. c'est le grand compliment qu'on fait à quelqu'un. Là aussi, encore une fois, c'est pas complètement absurde, bien évidemment, mais c'est pas un but en soi. Et donc, ce que je cherche, ce que j'en suis venue à chercher, c'est la justesse par rapport au texte. Et pour moi, il faut que ça sonne juste à mon oreille. Et je suis horriblement exigeante. Et en général assez malheureuse parce que je ne suis pas sûre d'arriver à donner un texte où il n'y ait pas de fausses notes. Mais en fait, c'est ça que j'essaye de faire, c'est être dans la justesse. Comme alors, bon, il y a évidemment là aussi, on retombe sur une métaphore musicale, bien sûr, mais pas seulement, comme une justesse dans une forme de résonance qui est une résonance du sentiment, du ressenti, de l'idée, de la nuance de sens. Enfin, tout. J'aime énormément travailler les mots aussi. Enfin, c'est une chose que j'adore, la précision du lexique, parce que pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre de l'érudition ou d'une maniaquerie. Voilà, c'est essayer d'aller vers la justesse de la nuance et de la résonance. Et plus ça va, d'ailleurs, plus je suis sensible à la densité des mots, à leur résonance multiple, à leur poids historique aussi. Je commence maintenant à passer un peu trop de temps justement dans les dictionnaires et à voir toutes les strates en fait de sens des différents termes. Je trouve ça absolument passionnant parce que il y a quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aimerais arriver à faire dans les textes dans mes traductions, c'est à les rendre plus denses, enfin, à accentuer, à augmenter la qualité de résonance de ces textes. Pas de manière artificielle, c'est-à-dire toujours en lien évidemment avec le texte que je traduis, mais à ouvrir ces textes de multiples façons en fait, pas à les enfermer dans une forme de correction qui serait peut-être plus satisfaisante, mais à mon sens moins productive. C'est très intéressant, et ce rapport entre résonance et justesse,
beaucoup de choses qui m'ont donné beaucoup à penser déjà en vous écoutant, mais il me fait aussi, me conduit à vous poser une question sur la question de la personnalité et de l'invisibilité éventuelle, hein, question un peu utopique bien sûr, mais du traducteur ou de la traductrice que vous êtes. Comment est-ce que vous comprenez ce rapport justement entre la justesse, la résonance et la présence du traducteur avec sa personnalité, avec sa subjectivité, avec tout ce qu'il est et qui est aussi au centre de votre livre, c'est-à-dire tout ce que vous êtes, Oui, à la fois comme personne, mais aussi comme dans un arbre généalogique, finalement. oui, oui. Mais je dirais que je suis, pour le meilleur et pour le pire, la personne incontournable quand il y a un texte à traduire. Je me souviens que lors d'une rencontre organisée à propos d'un texte que j'avais traduit, l'autrice était là et j'étais là également. Et quelqu'un dans l'assistance m'a demandé, avec un brin de provocation, mais pas seulement, mais est-ce que je peux vous faire confiance? Ça m'a fait rire et j'ai dit mais je peux pas vous répondre, je suis pas sûre d'être digne de confiance. Sauf que vous êtes obligé de me faire confiance. Donc je suis le tiers, l'intermédiaire obligé. Et donc l'important pour moi est de le savoir et d'en avoir conscience et de savoir que j'interviens effectivement avec toute ma subjectivité et je ne peux pas faire autrement et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se rendre transparent, invisible ou ce qu'on veut. On est là et on est là avec son corps, avec ses ressentis, avec ce qu'on n'aime pas. Alors en revanche, ce qui me semble, c'est que le travail, en tout cas tel que je le comprends, consiste en grande partie pour moi à être le meilleur filtre possible, c'est-à-dire à ne pas m'abandonner à ma subjectivité sans réflexion, à essayer de comprendre ce que je fais quand je traduis et quand j'écris, à percevoir mes tics d'écriture, voilà, mes préférences, mes réticences, de manière à pouvoir les travailler. Parce que sinon, si je vais uniquement dans le sens qui est le mien, je vais produire un texte dont on saura qu'il a été traduit par moi. Parce que tout simplement, on y retrouvera, comme on dit, ma patte. Et s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on me dise ça. On me l'a déjà dit et j'ai souri à ce moment-là parce que c'était un compliment et que je n'avais pas envie de voler dans les plumes de la personne qui me l'avait fait. Mais je n'ai pas pris ça réellement pour un compliment. Donc ma tâche, en fait, et il y a quelque chose, ça a une forme d'ascèse d'une certaine manière, c'est d'arriver à me dépouiller d'un certain nombre de mes réflexes de manière à être plus disponible par rapport au texte et surtout à permettre aussi de réveiller en moi ou d'éveiller en moi les choses que je n'ai pas l'habitude d'écrire ou de ressentir. Et quand vient sous ma plume un mot que je n'ai pas l'habitude d'employer ou une tournure qui ne m'est pas familière, là je me dis que quelque chose s'est passé et j'ai avancé, j'ai progressé et j'ai avancé vers plus de justesse et de justice par rapport au texte. Parce que je ne prends plus la main à ce moment-là. Je laisse venir quelque chose et c'est en ce sens-là que je travaille en fait. Voilà. C'est passionnant et ce rôle de la subjectivité, des choix personnels, comment est-ce qu'il se retrouve dans les choix d'auteurs et d'autrices à traduire? Comment est-ce que vous naviguez, si je puis dire, dans la vie de traductrice, avec, j'imagine, des commandes, avec Oui. aussi des envies de traduire, des auteurs que vous suivez, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire nous donner une idée de cette vie de traductrice qui est la vôtre, de ce point de vue-là? Alors, en fait, j'ai commencé la traduction à... Oui, enfin, le premier texte aussi, qui était un texte de Kafka, était une commande. Mais en fait, ma mère que j'ai évoquée, donc, qui est germanophone, connaissait l'éditeur
du Castor Astral, qui cherchait à l'époque quelqu'un pour retraduire plus précisément, un recueil de textes qui existait déjà, mais pas en version séparée, pas en volume séparé. Et pour une raison que j'ignore, il ne voulait pas faire appel ni reprendre ce qui existait, ni faire appel à un traducteur connu. Et donc, là aussi, les voies de la Providence sont réellement insondables. Je me suis retrouvée à faire un essai incognito, parce qu'évidemment, c'était un petit peu, la situation était un peu étrange. Je n'avais jamais fait de traduction jusque-là. Et puis, ma mère avait apparemment de l'intuition. Et donc, cet essai a été accepté. C'est comme ça que j'ai fait ma première traduction. Et après, ça m'a tellement plu que j'ai décidé, moi, de chercher des textes des contemporains de Kafka, parce que ce domaine-là m'intéressait plus particulièrement, et la même ère géographique. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un texte de Paul Lépine, qui était un illustre inconnu, et qui, d'ailleurs, je dois le dire, est resté un illustre inconnu pour le lectorat français. Mais j'ai travaillé sur un de ces textes que j'ai proposé. Ensuite, en réalité, je l'ai travaillé pour mon plaisir. C'est-à-dire que c'était un court roman, et je l'ai fait sans du tout avoir l'idée d'essayer de le publier. Et c'est quand il a été achevé que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, après tout, chercher un éditeur. Et j'ai contacté 2-3 éditeurs, dont Phébus. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez Phébus. Donc j'ai commencé réellement par une proposition. Et ensuite, je me suis accrochée. Mais alors, vraiment, vraiment accrochée, parce que je n'avais pas envie de lâcher. J'ai fait des lectures, j'ai fait diverses choses. On m'a demandé un deuxième texte, cet auteur. Et après, on m'a enfin proposé une traduction, toujours chez Phébus. Donc, c'était quel texte? Alors, c'était de Angelika Schropsdorf, Tu n'es pas une mère comme les autres. Et c'était un texte magnifique, et sans doute le plus beau texte de son auteur. Et puis après, bon an, mal an, les choses se sont faites comme ça. J'ai continué parallèlement à proposer quelques textes, mais pour l'essentiel, ce sont des commandes. Et j'adore ça aussi, parce que je ne sais jamais ce qu'on va me proposer. Toujours la surprise. Ah oui, oui, mais parce que précisément, ça ne me permet pas d'aller dans le sens de la pente. Même en montant. Même en montant, exactement. Et donc, ça m'oblige chaque fois à être en dehors de ma zone de confort. Enfin, celle vers laquelle je pense que j'irais forcément si je passais mon temps à proposer des textes. Et quand je dis ça, c'est parce que aussi, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aimer un texte pour le traduire, parce qu'on m'a proposé des choses. Après, quand j'ai eu signé le contrat, je me suis mordu les doigts en me disant, mais pourquoi j'ai accepté ce texte-là ? J'en ai parfois pleuré, tellement c'était difficile, tellement j'y arrivais pas, etc. Et je n'ai jamais regretté, parce que j'ai fait les plus belles découvertes personnelles et intimes à ce moment-là, à partir de choses que je n'aimais pas, mais j'étais obligée d'aller à la rencontre de ce qui n'allait pas de soi. Oui, c'est ça. Aller à la rencontre. Je trouve que c'est une très belle expression qui dit bien cette attitude que je trouve merveilleusement paradoxale, de la traductrice qui est une grande traductrice, qui a une œuvre de traductrice, mais qui attend les commandes parce que la traduction est surprise, écoute, découverte, attente, sortie de soi peut-être aussi. Oui, retour à soi par cette sortie même, etc. Découverte de soi par l'autre. Enfin, c'est tout à fait. Moi, je trouve ça très, très original et assez merveilleux comme attitude. Alors, en réalité, je vise pas la découverte de moi-même. Enfin, c'est pas une chose que je recherche. C'est pas Nietzschéen. Non. Parce qu'en fait, plus ça va et moins je me connais. Donc, et plus je pense que je m'approche de moi, en réalité. Ce sont des paradoxes qu'en apparence, je crois. Mais en revanche, s'il se passe quelque chose dans la rencontre, mais j'en ai une joie incroyable. Et finalement, ce sont alors, la rencontre du texte, puisque c'est fondamentalement, comme je crois l'avoir dit, un rapport à l'autre. Et donc, on travaille ce rapport à l'autre. On évalue son seuil de tolérance à ce que l'autre nous propose. Mais ce sont des choses que je trouve aussi quand je fais de la formation, par exemple, quand je suis face à des étudiants qui sont ou non déjà des traducteurs en exercice ou des traducteurs en devenir.
Quand il se passe quelque chose, quand je leur parle de la subjectivité, parce que c'est une chose à laquelle je m'intéresse beaucoup, et que je vois que quelque chose se passe chez eux, à ce moment-là, que ça touche un point sensible, mais je me dis, ben voilà, j'ai bien fait de me lever ce matin. Enfin, ça relève de cet ordre-là. Oui, parce que vous intervenez beaucoup dans les universités, dans les lycées, Alors, peut-être collèges, je ne sais pas, à la fois comme traductrice, peut-être aussi comme présidente, quand vous étiez présidente de la TLF, l'Association des traducteurs de langue française. Oui. Comment est-ce que tout ça se transmet, justement, le métier de la traduction? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, en fait, j'ai été très, très contente de pouvoir revenir à la formation. Quand j'enseignais à l'université, et bon, il se trouve que j'ai enseigné les premières années, 3 premières années, j'avais donc des étudiants en lettres et j'enseignais en littérature du XVIIIe siècle. Et je n'aimais pas du tout ma position d'enseignante au sens où je ne me sentais pas dépositaire d'un savoir que j'étais censée transmettre. Enfin, ça ne me convenait pas, tout simplement. Alors je l'ai fait le temps qu'il a fallu parce qu'il a bien fallu justement le faire. Et puis je me suis arrangée quand même pour trouver des biais de façon à échapper à ce rôle très, très, très impressionnant et pour lequel je ne me sentais pas taillée. Et quand j'ai pu enfin avoir en face de moi des étudiants traducteurs ou visant à être traducteurs, tout d'un coup, je leur parlais à la même hauteur d'yeux. Et donc, je leur parlais de mon expérience, de ma pratique, et ça me permettait de m'interroger avec eux. Et évidemment, je leur transmettais un peu de mon expérience, mais ce n'était pas sur le mode du savoir. Et ça, c'est une chose à laquelle je tiens. Et maintenant, chaque fois qu'on m'invite et qu'on me propose de faire une conférence, je refuse en disant non, ça ne sera pas sur le mode de la conférence, ça sera sur le mode de l'échange. Et donc, on va trouver une manière de faire. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé, c'est-à-dire que passé la première surprise, on m'a toujours très bien accueilli, on a accepté mon parti pris, et maintenant, je travaille comme ça. Et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et puis surtout, l'essentiel, c'est que j'apprends quelque chose. Autrement, j'ai rien à apprendre. Enfin, je délivre un savoir. Mais là, c'est réellement un échange et on apprend tous, en fait, de cet échange. C'est très intéressant de voir comment finalement, enfin, pas finalement, mais comment se construit j'ai envie d'appeler ça une éthique de traductrice, finalement, de l'écoute, du non-savoir. Je ne sais pas, comme il y a le non-agir, on pourrait parler peut-être de non-savoir. Et tout cela, on le retrouve dans votre livre, Traduire ou perdre pied, dans sa construction extrêmement subtile et sensible et très originale, très belle, je dois dire, qui se fait par des ellipses, des retours, parfois une phrase sur une page dont on ne comprend pas tout de suite le sens, mais dont le sens nous apparaît, ou en tout cas un sens nous apparaît quelques pages plus tard. Parfois, il y a des pages qui sont entièrement en allemand, un poème de Eichendorff, par exemple, qui va revenir une deuxième fois en allemand dans le livre. C'est une composition... je pourrais pas dire symphonique parce que c'est pas une symphonie au sens où dans la symphonie on aurait tous les instruments ensemble avec le côté parfois un peu beethovenien, je dirais, de la cinquième. C'est plutôt je sais pas comment, je trouve pas la métaphore, mais c'est une composition en tout cas extrêmement subtile dans laquelle vous nous donnez à lire beaucoup de choses et à comprendre et à sentir énormément de choses. Alors, par exemple, le livre s'ouvre sur une comparaison de traduction, un exercice que j'aime beaucoup, je crois vous aussi, oui. De différentes traductions de Dostoïevski. Et bon, ça c'est l'ouverture en fait, c'est justement l'ouverture peut-être de cette non-symphonie. Puis on a différents essais de traduction de ce poème par exemple de Eichendorff. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous voulez nous dire un mot de cette composition d'une œuvre de traductrice qui se place comme ça dans une position d'écoute finalement de
peut-être de son travail, de son propre travail. Alors en fait, ce livre est né d'une... Enfin, il a été écrit pour la collection Contrebande. Alors, simplement juste pour rappeler en quelques mots, cette collection, alors l'idée est venue de la traductrice et écrivaine Rosie Pinas del Puech, qui traduit de l'hébreu, qui dirige la collection des lettres hébraïques chez Actes Sud, et qui a pensé en fait qu'il fallait donner la parole aux traducteurs et traductrices en leur mettant, enfin en les faisant écrivains. En leur demandant de parler, d'écrire sur ce qui les animait quand ils traduisaient. C'est donc pas du tout une démarche théorique, mais voilà, un parcours personnel. Et donc elle avait cette idée et elle a sollicité quelques-uns de ses collègues et camarades, voire amis. Donc Laurence Kieffé, traductrice de l'anglais, Olivier Manoni, grand traducteur de l'allemand, et moi-même. Et donc, nous avons réfléchi, mis en forme ce projet, et nous avons ensuite cherché un éditeur, et il se trouve que je connaissais les éditeurs de la Contralée, et nous sommes allés les voir. Nous avons monté une petite expédition en voiture pour nous rendre à Lille et aller rencontrer les éditeurs de la Contralée, leur proposer cela. Ce qui est très surprenant, c'est qu'ils nous ont accueillis à bras ouverts, mais surtout avec stupéfaction, en nous disant, écoutez, nous, ça fait des mois qu'on tourne autour de cette idée-là, qu'on ne sait pas comment l'aborder, et vous arrivez et vous nous apportez ça sur un plateau. Donc c'est comme ça. Alors je veux dire, on n'a jamais vu un truc se faire de façon aussi facile. Et donc c'est comme ça qu'alors on a beaucoup cogité pour trouver le nom de la collection. Contrebande pour la Contralée, ça nous paraissait aller très bien. Et donc, pour commencer la collection, on avait un texte de Diane Meur qui nous a proposé ce texte. Et il en fallait un deuxième parce qu'un seul ne suffisait pas. Donc là, je me suis dit, bon, il va falloir que, puisque je suis un peu responsable de la chose, il va falloir que je m'y colle. Et donc j'ai écrit ce texte qui en fait catalysait des réflexions que j'avais depuis longtemps, que je mettais sur le papier et qui finissaient très régulièrement à la poubelle. Et visiblement, le moment était venu. Et en fait, j'ai écrit comme ça venait. C'est-à-dire que je n'ai pas imaginé la forme que ça pouvait avoir. Ça a pris cette forme-là. Je ne sais pas si j'en ai été contente ou pas. Mais en tout cas, c'était comme ça et pas autrement. Et donc, j'ai suivi le mouvement. Et alors, pour en revenir à la poésie, j'ai pensé que j'allais me faire plaisir. Parce que la poésie, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un rapport très distant à la poésie, estampillée poésie. Et c'est pendant mes années d'études que, dans un cours de littérature allemande, on nous a fait lire Novalis, l'épisode de la fleur bleue, dans Heinrich von Ofterdingen. Et puis des poèmes de Heine, ça j'avais ça depuis longtemps en tête. Eichendorff, c'était pour moi vraiment quelque chose d'admirable que j'avais lu aussi. Et puis Hofmannsthal aussi. Et j'ai vraiment... Là, il y a quelque chose qui s'est passé. La poésie allemande m'a éblouie, littéralement. Et là, je me suis dit, bon, j'ai ces pages à ma disposition et j'ai envie de faire part de cet éblouissement. Et donc, me suis dit aussi, je n'oserais jamais traduire de la poésie. Mais là, finalement, j'ai une sorte... Je peux me le permettre. Je peux me permettre de ne pas proposer une belle traduction de ces poèmes. C'est une traduction en travail. Et donc, j'y vais. Voilà ce que j'ai fait. Très intéressant. Et exactement comme avec la Contralée, je voulais justement vous poser la question de la poésie au moment où vous l'avez abordée. Donc on est pleinement dans l'harmonie, oui. Peut-être pas du Père Castel, mais en tout cas de Babel. Et une question encore liée peut-être aux différents genres dont vous traduisez justement. Il y a cette prose, disons, de fiction narrative oui. Particulièrement, mais aussi parfois des sciences humaines et sociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur votre travail de traductrice de sciences humaines, plus particulièrement ?
Alors, j'en ai fait beaucoup moins. Beaucoup moins. Là aussi, ce sont des propositions qui m'ont été faites, que j'ai acceptées. Alors, dernièrement, j'ai eu un ouvrage de philo sur les philosophes. C'est ça. Voilà. C'est ça que je pense, c'est Wolfram Eilenberger sur le temps des magiciens. Le temps des magiciens, voilà, sur la période. Alors, Benjamin, Heidegger, Cassirer et Wittgenstein, voilà, excusez du peu. Et donc, j'ai accepté cette traduction parce que j'ai jeté un coup d'œil sur le texte, évidemment, qui était tout à fait abordable. En revanche, je voyais que les passages d'exposé de la pensée de ces divers philosophes étaient quand même complexes. Et dans ces cas-là, ce que j'ai fait pour cet ouvrage et ce que j'ai fait pour d'autres, c'est que je passe un accord avec l'éditeur dès le début en disant que j'accepte évidemment cette traduction à la condition d'être relue par quelqu'un de compétent. Et c'est ce qui s'est passé pour cet ouvrage de Wolfram Eilenberger. J'ai été relue par un philosophe. Et donc chaque fois que je peux, je le fais. J'ai terminé aussi un livre d'un astrophysicien allemand sur les trous noirs. Donc là aussi, j'ai demandé à être relu. J'ai fait, évidemment, je travaille comme une forcenée à ce moment-là pour être le plus précise possible dans ma traduction, mais je sais très bien que je ne peux pas garantir la fiabilité scientifique ou philosophique des textes. Donc je travaille de cette façon-là. Et je suis toujours très heureuse qu'on me relise derrière et qu'on me fasse des commentaires sur ce que j'ai pu voir ou ne pas voir. Et c'est un autre travail parce que là, ce qu'on travaille est plus, là pour le coup, la clarté et la fluidité du texte. Et c'est une autre approche, en fait, que j'aime aussi beaucoup. Vous avez parlé de la diversité. C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup parce que je pense que toutes ces expériences et toutes ces expériences d'écriture se nourrissent les unes les autres, finalement. Et d'une certaine manière, ça me repose aussi. Je travaille très souvent sur plusieurs textes en même temps et je passe de l'un à l'autre. Et voilà, ça me donne, je pense, l'énergie nécessaire pour travailler. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien passionnant. Je propose de le conclure en lisant une page de votre ouvrage, Traduire ou perdre pied, Corinna Gepner. Je commence. Je repense aux circonstances dans lesquelles j'ai commencé à traduire, sans intention précise au départ, mais le désir assez vague de quitter le commentaire de texte, mes activités universitaires, pour me rapprocher. C'est par ma mère que la traduction est venue. Ma famille maternelle, Prusse orientale, Poméranie, Berlin, où l'on s'installe bien avant-guerre, la première. C'est ma mère qui m'a mis entre les mains des textes qu'elle aimait pour que je les traduise en français. Elle n'en avait évidemment pas besoin, et la probabilité d'une publication était faible. C'était donc autre chose. Merci. Merci Corinna Gepner.